Lauric Guyot, bonjour. Je vous accueille au Salon maçonnique du livre pour un ouvrage qui s'appelle Le polar ésotérique. Et c'est vrai que depuis quelques années, au moins depuis le Da Vinci Code, en France, le polar ésotérique a rencontré quelques succès. Mais l'intérêt de votre ouvrage n'est pas seulement là. Parce qu'après tout, le polar ésotérique, il n'a pas du tout commencé avec le Da Vinci Code. Et c'est un peu cette histoire que j'aimerais que vous nous racontiez, très succinctement. Oui. Oui, en effet. Alors, il y a un phénomène éditorial qui commence en effet plutôt dans les années 90, 2000, avec évidemment les grands thèmes de Rennes le Château, etc. Mais il faut alors deux choses. Premièrement, le phénomène n'est pas que français. C'est un phénomène qui est international, plutôt occidental. Il y a beaucoup de polar ésotériques du côté américain, en Italie, parce que tout de même Umberto Eco a tout de même... Alors c'est pas un polar ésotérique, évidemment, le nom de la rose, mais il y a une ambiance et une enquête de Guillaume de Baskerville, au nom tout à fait significatif, qui montre que les enquêtes peuvent, en fin de compte, se situer dans un contexte théologique. Et ça c'est une trouvaille formidable d'Umberto Eco. Ensuite, il y a eu pas mal de polars, disons, ecclésiastiques, où c'était des bonnes sœurs, quelquefois, ou des moines qui menaient l'enquête. Le plus connu, c'est Cat Faël, il y a eu une série télévisée aussi là-dessus. Mais en effet, l'histoire du polar ésotérique est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit. Ses sources, c'est ce que pour aller très vite, c'est en fin de compte les feuilletons du 19e siècle, où là il y a une sorte de mélange, comment dire, d'enquête et de quête. Ça, c'est un peu aussi ce qu'on a appelé le noir, le gothique. Le gothique abonde en enquête qui se déroule dans un contexte qui est toujours figé. Alors oui, justement, dans un contexte qui est toujours figé. Donc j'aimerais justement que vous, parce qu'après tout, le polar, l'ésotérisme, les complots, la science-fiction, tout ça est un peu lié, mais j'aimerais que vous définissiez justement ce contexte figé. Alors le contexte figé dont je parle, c'est les débuts, c'est la source du polar ésotérique. Le gothique et la faiblesse du gothique, c'est le décor. C'est-à-dire le décor est toujours le même, d'ailleurs les cinéastes l'ont utilisé et continuent de l'utiliser, etc. Frankenstein, dont on va célébrer le centenaire l'année prochaine, non, dans 2 ans, il suffit de voir un peu l'univers des tombeaux, l'univers aussi des savants fous, etc. Bon, d'une certaine façon, il y a dans ce type de littérature une sorte de proto-détective qui est obligé en fin de compte d'utiliser d'autres armes que celles de la rationalité. C'est-à-dire que jusqu'ici, le polar, c'est un enquêteur qui essaye de trouver le coupable avec un côté rationnel. Et en fin de compte, on s'aperçoit avant que la religion, les sectes, les sociétés secrètes finissent par hanter d'une certaine façon toutes ces intrigues, si bien que quand arrive le XXe siècle, on commence à avoir ce que les universitaires appellent la grande hybridation, l'hybridité générique, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui finissent par se mélanger. Vous parliez de science-fiction, bon, on va trouver des détectives dans la science-fiction, on va trouver des détectives dans le fantastique, des détectives dans le gothique. Et puis sont arrivés ces ouvrages que nous avons évoqués, et puis là le décor n'est plus figé. C'est-à-dire que maintenant, le polar ésotérique tel que nous l'entendons, parce qu'on est tout de même 2 à avoir commis cet ouvrage, ce ne sont que des voyages. C'est-à-dire que le secret est à la fois dans un autre espace et dans un autre temps. Donc, ça commence toujours dans un espace sacré, consacré, un espace biblique ou un espace de secret,
qui est liée à des découvertes en général qui remettent en cause les choses telles qu'on les connaissait. Mais ma question va être encore plus précise. Je vais vous raconter une anecdote très rapidement que vous devez connaître. Lorsque Didier Convard, scénariste de bande dessinée bien connu, Bien sûr. décide à l'idée en 1999 de non pas faire une bande dessinée, mais d'écrire son premier thriller pour adultes, puisqu'il était un romancier pour la jeunesse, où il mélange le frère de Jésus, les Templiers et les francs-maçons. Il va voir tous les éditeurs, et c'est un homme connu dans le métier, et tous les éditeurs lui disent « Votre histoire est absolument géniale, mais ça ne marchera jamais. » Ça ne marchera pas. Donc il en fait une BD qui a le succès que l'on connaît. Formidable. Comment expliquez-vous que au début du XXIe siècle, ce mélange explosif, on va dire, se met à marcher? Alors, il y a plusieurs réponses. Là, on est obligé d'aller à l'essentiel. Je dirais que le monde n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on a une accélération historique qui, d'une certaine façon, affecte la littérature, la fiction en général. On a d'ailleurs, Maffezoli en parlait, une revanche de l'imaginaire aujourd'hui. Il y a eu une imagination trop corsetée ces dernières décennies, peut-être ces derniers siècles, et aujourd'hui il y a une explosion. Dans cette explosion, il y a de tout. Et il y a du bon et du moins bon. Et curieusement, dans cette explosion, il y a le retour. J'ai beaucoup travaillé sur le retour. On vit une époque de retour depuis justement la fin du 19e et le début du 20e. Ce que l'on va appeler, c'est un raccourci sans doute, le besoin de réenchantement du monde. C'est ça, exactement, tout à fait. C'est la première explication. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication qui est dans un monde où on nous cache tout et on nous dit rien? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas cette autre explication? Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est notre conclusion. C'est-à-dire, on est obligé de conclure sur ce qu'il y a de pire dans ce contexte historique actuel, d'ailleurs qui a donné lieu à un colloque à Cerisy au mois de juillet, sur le complot, le complotisme, le conspirationnisme. Et énormément de polars ésotériques sont imprégnés par ce conspirationnisme. Alors bon, c'est comme ça, malheureusement ça entretient la peur d'une certaine façon, et on se retrouve dans une situation très très bizarre, où vous parliez très justement du besoin de réenchanter le monde, et curieusement, on réenchante le monde par la peur. Et la peur retrouve quelque chose qu'on avait totalement oublié, c'est son rapport au sacré. Et c'est pas un hasard si le polar maçonnique, en effet, d'un seul coup émerge de tout ça. Ça, c'est un phénomène français. Ça, c'est très curieux. Il y a très peu de polars maçonniques du côté. À part le symbole perdu de Dan Brown, c'est un phénomène spécifiquement français. Et comment vous l'expliquez, ça, que ce soit spécifiquement? Eh bien, écoutez, Giacometti et Ravenne, il y en avait d'autres avant lui, mais enfin, c'est eux vraiment qui ont installé le genre. Pour la première fois, depuis le début de la fiction, n'ont pas eu d'approche critique. C'est-à-dire que, voilà, on a un contexte, on a l'inspecteur, le commissaire Marcasse, qui est franc-maçon, et puis il n'y a jamais la moindre attaque sur la franc-maçonnerie. Jusqu'ici, il suffit de voir ce qui a été commis au XIXe siècle, avec Taxil et ses fariboles anti-maçonniques. C'est formidable. Grâce à Giacometti et Ravenne, on rentre de plein pied dans une fiction qui n'est plus anti-maçonnique. Non seulement qui n'est plus anti-maçonnique, mais où finalement le commissaire Marcasse, c'est un héros positif. Tout à fait. Besoin de réenchantement du monde, le désir d'aller voir derrière la face bien sûr, des choses, bien sûr. Et un héros positif. C'est ça, les trois clés. Oui, il y a une curiosité qui est légitime, que nous connaissons bien, c'est-à-dire que comme la franc-maçonnerie
procède par secret, il est évident que, d'ailleurs, on est dans le collimateur depuis très longtemps, parce que justement, on se dit, s'il y a un secret, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Alors ça joue dans les deux sens. Forcément, si on cache quelque chose, c'est forcément quelque chose de mauvais. Et puis il y en a d'autres qui disent, ah, j'aimerais bien tout de même connaître ça. C'est ce qu'on va traiter demain dans une autre table ronde, qui est littérature et initiation. C'est extraordinaire de voir que l'initiation émerge dans un tas de bouquins très très connus. Laurie Guyot, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le polar ésotérique, source, thème et interprétation. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le polar ésotérique, c'est dans cet ouvrage. Avec Philippe Marlin. Avec Philippe Marlin. Merci. Laurent Kupferman, bonjour. Je vous reçois au Salon maçonnique du livre pour votre ouvrage 3 minutes pour comprendre la franc-maçonnerie. Première question, la franc-maçonnerie a 3 siècles. Comment prétendez-vous la faire comprendre en 3 minutes? Vous savez, vous êtes bien placé pour le savoir, que c'est le nom de la collection. Et que cette collection, elle a pour vocation à faire une synthèse qui soit le plus juste possible, la plus construite possible sur des sujets particuliers. Et c'est vous qui m'avez demandé, je dois dire, il faut rendre à César. Vous m'avez demandé de faire ce livre et je vous en remercie. C'est un ouvrage destiné au grand public, parce qu'on écoute beaucoup de sottises sur la franc-maçonnerie. Comment avez-vous un peu organisé cet ouvrage pour faire comprendre les concepts, les valeurs, les rites, les mythes de la franc-maçonnerie? Je l'ai organisé justement. Alors, c'est les exercices qui sont dans cette collection, on n'a pas vraiment, on est très tenu par un process. Donc, on doit faire 50 entrées, et puis ensuite, dans ces 50 entrées, on répartit. Alors après, j'ai essayé de sélectionner ce qui me semblait le plus fédérateur et le plus essentiel à évoquer pour le grand public. Ce n'est pas un livre qui a une vocation scientifique, là, vous l'avez compris, mais c'était important d'avoir un ouvrage qui permette, je dirais, d'avoir une vision panoptique de la maçonnerie. Et puis, j'ai essayé d'être fédérateur. Je ne sais pas si je suis arrivé. De la franc-maçonnerie française ou de la franc-maçonnerie mondiale? Française, essentiellement. Mais la France étant la fille aînée de la maçonnerie, c'est pas rien, la franc-maçonnerie française. Elle est regardée à travers le monde par les autres obédiences internationales comme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une franc-maçonnerie très vitale, parce que nous avons la chance d'avoir de nombreuses obédiences, des obédiences qui fonctionnent en mixité, qui sont monorites ou multirites, et du coup je pense qu'on est plus en phase avec la société peut-être que d'autres pays. Alors la franc-maçonnerie, c'est aussi une très très riche mémoire artistique, et l'ouvrage est doté d'une iconographie très, très importante, dont je ne dirais pas qu'elle est plus importante que le texte, mais elle apporte énormément au texte. Donc comment avez-vous organisé cette iconographie? Alors là, il faut encore rendre à César ce qui est à César, et je voulais remercier Renan Loec,
et le Grand Orient de France qui m'ont mis à disposition l'ensemble du stock de photographie du Grand Orient. Donc c'est un très beau geste et ça a permis d'avoir cet ouvrage qui est quand même richement illustré avec des images qu'on ne voit pas tellement habituellement. Issu du musée de la franc-maçonnerie. Issu du musée et avec des archives. Et des archives, ouais. du GO. Merci Laurent. 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. C'est un ouvrage destiné au grand public. C'est paru chez Le Courrier du Livre. Merci Laurent. Merci à vous.